au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, Esprit Montagne à Interstation, ici sur le domaine de Charmeil. On est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième volet de cette émission dédiée au retour du monde de la montagne vers une saison. Eh bien, on ne sait pas non plus ce que ça va donner. Vers une saison. Laurent Davy, rédacteur en chef de Ski Chrono, bienvenue à toi. Merci encore d'être ici. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout va bien ? Oui, ça va. On va encore voyager dans différents massifs, différentes stations, Léger, Sol 2 en Andorre, Courchevel. Donc voilà, c'est encore des belles escapades qui nous attendent avec nos invités. Car après avoir tâté l'ambiance du côté du monde institutionnel de la montagne, eh bien cette fois-ci, on se projette directement vers les premiers acteurs des stations ici sur le terrain. On y va tout de suite, on va faire leur connaissance. On y va. Allez, c'est parti. Jean-Yves Noiret, maire de l'Alpe d'Huez et président de SATA Group. Félicitations déjà pour votre réélection. Tout va bien ? Merci, tout va très bien. À vos côtés, le directeur général de SATA Group, Fabrice Boutet. Bonjour. Bonjour. SATA Group, c'est nouveau ça ? C'est nouveau depuis que la SATA a grossi un petit peu, surtout que depuis que la SATA a signé la DSP des Deux Alpes et de Saint-Christophe, qui se rajoute aux autres DSP. Donc on a pensé que c'était bien de changer le nom peut-être, mais finalement SATA est tellement accroché que SATA Group nous va bien et Fabrice a fait ce choix-là. Voilà ce choix pour se dire déjà tout ce qui est institutionnel, tout le monde connaît bien SATA. Donc on s'est dit vis-à-vis des banques, vis-à-vis vraiment de l'environnement, SATA passe bien. Et puis c'est surtout que SATA Group n'a plus de connotation pure et dure avec l'Alpe d'Huez, mais plutôt avec l'ensemble de la réunion de ces trois sites. Fabrice Boutet, vous êtes un enfant de l'Alpe d'Huez, mais vous avez eu une vie en dehors de l'Alpe d'Huez. Qu'est-ce que vous avez fait avant de revenir à SATA Group ? Alors là, j'ai fait du sport de haut niveau. Bon, voilà, tout le monde se soigne. Ensuite, je suis rentré dans l'industrie. J'ai travaillé dans le groupe Sommer Alibert, groupe grenoblois d'ailleurs. Et j'ai été patron France de toute la partie revêtement de sol qui est devenue Tarkett. Ensuite, je suis rentré dans le groupe SIAT. Et j'ai pris la direction générale du groupe SIAT qui fait de l'HVAC, donc toute la partie traitement d'air, chaud et froid dans le monde du tertiaire. Et ensuite, je suis rentré dans le groupe Aldes, toujours pour le traitement de l'air et toujours pareil, chaud et froid. Mais là aussi, on a rajouté toute la partie maison individuelle, collectif et le tertiaire. Voilà, donc des directions générales un petit peu différentes, mais toujours dans ce métier du bâtiment. C'est pour ça que Gauthier portait le logo SIAT à une époque. Oui, à l'époque, Voilà, Gauthier Tessière, qui est un champion de l'Alpe d'Huez. Mais alors expliquez-nous cette petite révolution alors. Petite révolution SATA Group. Révolution quand même. Oui, pour nous c'est important parce que d'abord il y a eu la grave, donc s'occuper des remontées mécaniques de la grave, c'était au départ un premier challenge pour nous en direction des Deux Alpes. Et puis cette délégation de service public avec les Deux Alpes et Saint-Christophe qui fait que nous allons doubler notre chiffre d'affaires. Ça nous porte vraiment sur une dimension complètement différente, puisque c'est vraiment pour nous une façon de grossir. En doublant exactement, on change complètement de dimension. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait appel à Fabrice, qui avait l'habitude aussi de faire se connecter deux entreprises telles que ces deux-là. Comment vous allez positionner les différentes stations ou les différentes marques, je ne sais pas, entre l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, la Grave ? Alors, on va les positionner aujourd'hui, on est en recherche d'une marque globale, mais pour l'instant, il est assez facile de laisser positionner la Grave sur la partie freestyle hors piste, et c'est exactement ce que la mairie et le maire de la Grave souhaitent. Et puis les Deux Alpes, on sait qu'ils ont une connotation beaucoup plus jeune que l'Alpe d'Huez, donc on estime qu'on est tout à fait complémentaires et qu'aujourd'hui, en fait, le label qui risque de
la marque Ombrelle, on va l'appeler comme ça, qui sera au-dessus de nous trois, nous permettra de commercialiser plus facilement les 3 sites, mais avec bien sûr une autonomie pleine et entière, justement en fonction de ces différences-là. Quel va être le timing des différents chantiers et quels vont être les chantiers, j'allais dire, dans les 5 prochaines années que vous allez mener entre l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, voire la Grave? Alors en fait, on a beaucoup de travaux à faire déjà sur l'Alpe d'Huez. La DSP de l'Alpe d'Huez nous amène à plus de 100 millions d'euros encore de travaux. La DSP de la Grave sur le 3e tronçon, c'est 11 millions au total. Et puis derrière, il y a un restaurant. Et puis la DSP des Deux Alpes, c'est aujourd'hui quelque chose d'important puisqu'il y a beaucoup de travail sur les Deux Alpes. On suit la DSP le plus juste possible parce que en fait avec le Covid cette année on a été amené à à décaler beaucoup d'investissements déjà, mais sinon on a un programme qui est très, très fort, très dense pour les prochaines années. Fabrice va pouvoir peut-être Donc effectivement, notre rôle, c'est de suivre la DSP, de la respecter, comme le dit Jean-Yves. Et sur les Deux Alpes, c'est 150 millions d'investissement. Donc tout le travail va être de retimer lié au Covid, lié à toute la partie administrative aussi, de dépôt, de dossiers, d'impact environnementaux et autres. Et de retimer tout ça, sachant que toute la partie investissement et autres a été déjà traitée avec les banques. Donc on a aujourd'hui, on a plus une problématique entre guillemets de timing pur et dur de date que d'investissement. On parle de cette fameuse liaison entre les 2 stations. Vous la voyez à quelle échéance, en sachant qu'il y a une forte dimension environnementale aussi à respecter? Alors là, je vais plutôt laisser la parole à Jean-Yves parce que c'est plutôt la communauté de communes qui porte En fait, on a deux remontées aujourd'hui qui sont les 2 points phares du SCOT de Loison. Donc dans le prochain SCOT qui sera certainement arrêté, on va dire mi-2021, il y aura la liaison Bourdoise-en-l'Alpe qui aujourd'hui ne pose plus de problème, étant donné que nous déjà on est à Huez, on est en train de construire l'Huez Express d'Huez à l'Alpe, qui vient se connecter avec l'Alpe Express dans la station, mais la liaison entre Bourdoisan et Huez est quelque chose qui à mon avis sera très rapidement faite parce qu'on a déjà à peu près 60% de subventions et on est en train de faire les études qui doivent être portées, comme le dit Fabrice, par la communauté de communes. Après, la liaison entre les deux, c'est justement l'objet aujourd'hui de quelques reproches que pourraient nous faire certaines associations environnementales qui se sont justement portées contre cette liaison. On avait jusqu'à présent une liaison qui était portée par le ski. Uniquement par le ski. C'est-à-dire qu'il fallait partir en ski, arriver en ski aux Deux Alpes et vice-versa. Et la liaison, elle était finalement du Signal de l'Alpe ski jusqu'à Mont-de-Lan. On est en train de lancer une deuxième étude qui va être portée par la communauté de communes, qui est une étude qui se veut plus environnementale, plus développement durable, en partant du principe qu'on fera un départ vers les bergers et une arrivée au milieu, dans le cœur des Deux Alpes, vers à peu près la mairie. Pour l'instant, l'étude n'est pas faite, mais on a déjà quelques petites idées. On n'est pas dans des zones sensibles, on échappe à tout ça. Et l'avantage serait qu'effectivement, on a une liaison qui nous permettrait de fonctionner, y compris en été. Donc on n'est plus tout ski, on est déjà dans au moins 2 voire 3 saisons, puisqu'on peut augmenter un peu le mois de juin, peut-être septembre. Donc la liaison avec Bourg, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner pratiquement toute l'année, parce qu'il y a aussi, bien sûr, en hiver, de façon plus forte qu'en été. On a quand même beaucoup. L'hiver, on a à peu près 500 voitures qui montent et qui descendent tous les jours. Pour nous, c'est un vrai calvaire, ces voitures. Donc, il y a vraiment un intérêt de le faire. Aussi pour les scolaires en intersaison. Donc ça, c'est vraiment porteur et je pense à très rapidement. Et après, la liaison, c'est un autre financement qui rejoint ce qu'on avait comme les Arcs-la-Plagne avec Paradis Ski, qui est porté par le skieur, mais aussi là, donc, le randonneur ou la personne qui irait en VTT d'un côté ou de l'autre. On s'était quitté en mars, avant de se quitter pour un bon petit moment quand même, sur l'annulation du Tomorrowland, qui avait beaucoup retenti ici, sur tout le territoire. On n'était pas au bout de nos peines, finalement, vous n'étiez pas le seul événement. Qu'en est-il pour la saison prochaine? Et est-ce que vous mesurez aussi aujourd'hui l'impact de cette annulation? Alors, on n'a pas de chance avec Tomorrowland. La première année, on n'a pas eu suffisamment de lits dans la station. C'est comme ça. On s'aperçoit qu'on plafonne à 13 000 lits et
C'est à peu près ce que nous, on sait au niveau des lits chauds. Malheureusement, c'est bien pour ça qu'on cherche à faire aussi d'autres lits, puisque aujourd'hui, c'est compliqué chez nous. On manque vraiment de lits. Donc, la deuxième année, malheureusement, il a fallu annuler au dernier moment, alors que tout était lancé. Donc, l'organisation de Tomorrowland a été compliquée, même pour les équipes. Il a fallu qu'ils rattaquent le démontage à peine fini. Et les coûts derrière, bien sûr, ont été importants. Tomorrowland a voulu assurer le remboursement de tous les festivaliers, par contre, y compris l'hébergement, alors que certains hébergeurs sont fait un petit peu tirer l'oreille pour rembourser. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont assuré. Et pour l'année prochaine, pour ne pas être amené à être dans des conditions identiques, on est en train de prendre la décision, mais qui est pratiquement faite, de ne pas organiser Tomorrowland fin mars 2021. Ce n'est pas la peine de se lancer dans une organisation que l'on ne maîtrise pas. À l'heure d'aujourd'hui, on est incapable de le savoir. Donc, on va garder l'idée qu'on a un contrat de 5 ans avec Tomorrowland, de façon à faire ces 5 ans. Donc, on verra après, on les fera. Une fenêtre de tir plus Et puis, favorable on au niveau attendra que sanitaire. le Covid soit un peu derrière nous pour pouvoir organiser quelque chose de correct. Par contre, on garde l'idée que Tomorrowland est associé à la station. C'est une bonne image pour nous. C'est une bonne image de promotion. Donc, on va faire ce qu'il faut pour garder le contact et puis pour faire des petites opérations qui seront un petit rappel pour les festivaliers. Voilà, on va travailler sur toute la partie lien et garder le lien avec Tomorrowland. Ils sont avec nous la semaine prochaine et pourquoi pas être capable de scénariser une piste, d'avoir des entrées spécifiques Tomorrowland. Mais Tomorrowland Winter reste à l'Alpe d'Huez. Et on sait que vous saurez faire ce qu'il faut pour garder le moral aussi, Oui, par bah les ça- temps qui courent. C'est important, on a fait un bel été. Bien sûr. La saison, les réservations sont pas si mauvaises que ça. Il y a quand même beaucoup de Français qui peuvent venir en vacances en France et finalement qui peuvent aussi se substituer aux étrangers qui venaient chez nous. Il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même des demandes pour le ski. Les gens apprécient la montagne. Cet été, beaucoup sont venus en pensant que la montagne était inaccessible et finalement ils sont repartis avec l'idée que c'était tout à fait ça, agréable et que même à 1800 mètres, il faisait chaud. En plus, l'été était fabuleux. Donc, Nouvelles habitudes et nouvelles Je clientèles. pense qu'il y a un vrai créneau dans lequel il faut se servir un peu de ça. Et puis, comme vous dites, garder le moral. Mais ça, face à tout ce qu'on a quelquefois contre nous, on a le moral parce que sinon, on aurait baissé les bras depuis longtemps. C'est sûr. Merci beaucoup, messieurs, et belle saison. Merci à vous. Merci à vous. Bon, on va voyager à présent assez près de chez nous aussi, et puis un petit peu plus loin vers l'ouest, le sud-ouest, avec, comment on dit, Soldeo. Être bien dans le micro, qu'on entende, parce que c'est pas souvent. Soldeo. En Andorre. Bienvenue, Henrik Barbier, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et à vos côtés, on va dire une tête bien connue d'Esprit Montagne et Télé Grenoble, Pascal de Tiercent, président de la S3V à Courchevel. Bienvenue, tout va bien? Parfaitement bien. Bon, on s'était retrouvé l'an dernier, le bras était plâtré, ça y est, c'est terminé, c'est une Terminé. vieille histoire. Tout neuf. Donc pour le golf, tout est bon là, Parfait. tout fonctionne. On se retrouve avec 2 stations à forte vocation internationale et 2 stations qui ont en commun d'organiser des Coupes du Monde de ski. Soldeu depuis peu longtemps et Courchevel qui est arrivé dans le calendrier il y a quelques années déjà. Donc on va parler ski, grand ski, mais aussi ski de compétition. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, Courchevel est toujours aussi international, comme on le dit, en tout cas avec cette même clientèle qui vient beaucoup de Russie aussi quand même, quand on vient à l'international, mais d'un peu partout. On voit beaucoup les Russes, mais on est international. 70% à peu près de notre clientèle est internationale. Première clientèle internationale, ce ne sont pas les Russes, ce sont les Anglais, 40%. Voilà une vieille idée reçue alors. Mais les Russes font plus de bruit. Et en Russie, tout le monde connaît Courchevel. En Russie, J'ai appris Courchevel ça. est la référence. Exactement. Alors on connaît bien Courchevel, mais nous on connaît un petit peu moins Soldeu. Est-ce que vous pouvez nous dire faire une petite carte postale de cette station d'Andorre? Soldeo, il faut dire Soldeo, c'est ça en catalan? Soldeo, c'est une petite station qui est née en 64 et qui depuis 2003 a intégré le domaine de Grand Valira, donc qui s'est rapproché de la station Pas de la Case Grau-Roche, qui est encore plus ancienne. Là La station de Pas de la Case Grau-Roche, donc c'est la station la plus proche de la frontière française, qui est ancienne, née en 57. C'est déjà ancien. C'est une pionnière. C'était une pionnière. Et donc, depuis 2003, Grand Valira, 210 km de piste, pour donner un peu la taille. C'est le plus grand domaine des Pyrénées et de la péninsule ibérique. Donc, c'est déjà un joli petit domaine.
Et pour vous donner un peu l'orientation qu'a prise cette station, depuis 2007, nous sommes sur les options Coupe du Monde. Et nous avons reçu en 2019, donc pas cette dernière saison, mais la saison précédente, les finales de Coupe du Monde. Et nous sommes de nouveau retenus pour les finales de Coupe du Monde 2023, donc la même année que les championnats du monde chez Pascal. Et vous avez l'ambition d'organiser les championnats du monde. Et nous sommes en train de préparer une pré-candidature, puisqu'il faut passer par la pré-candidature pour les championnats du monde de 27. 27, oui, c'est le. Oui, Jusqu'à 27, c'est oui, tout complet. la fenêtre de tir est en 27 Donc, pour l'instant. Mais il y a du travail pour présenter une pré-candidature. Déjà une pré-candidature, enfin, tu ne me diras pas le contraire, mais... Quel type de clientèle vient skier à Soldeu? Alors, vous parliez de clientèle internationale. Si je ne prends comme clientèle nationale que la clientèle d'Andorre, chez nous, c'est 95% de clientèle internationale. Donc, Donc 5% on a en gros, de clientèle d'Andorre. En gros, 50% d'Espagnols, un petit 11-12% de Français, la même chose d'Anglais, pas mal de Russes aussi, mais bon, c'est que 8-9%. Puis ensuite, des clientèles nordiques, des Portugais, des Israéliens, quelques Américains. Enfin, bon, Qu'est-ce que c'est vos avantages alors? Vendez-vous un peu. Alors, c'est le sud, c'est le versant méditerranéen, c'est aussi l'aspect un peu, on va dire, défiscalisé. Puisque, bon, quand même, finalement, Mais il ça fait faut le dire aussi. C'est un il faut le atout, dire, ça c'est un fait partie atout. de- Ça fait Surtout en partie ce de ça. moment. Et puis, à 20 km du centre-station, quand même une ville importante avec des commerces qu'on ne trouve pas sur tous les domaines. Il y a des enseignes qu'on trouvera à Courchevel qu'on ne trouvera pas chez nous, bien sûr, mais bon. Et puis, beaucoup d'activités après-ski, et du thermoludisme, des choses très intéressantes quand même qu'on ne trouve pas partout. Pascal, Courchevel est connu pour être une station avec une forte clientèle internationale. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à la situation sanitaire qui nous indique que la circulation des personnes va être un peu compliquée pour cette saison? Quel est votre état d'esprit? Alors bien sûr, étant très international, Courchevel est très préoccupé par ce qui se passe au niveau mondial. Principalement le transport aérien, donc on sait que ça va être faible. On va dire aussi, si je peux me permettre, les gesticulations du Premier ministre britannique qui est en train de nous prendre en otage avec sa quarantaine, probablement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la crise sanitaire. Alors on est préoccupé. Par contre, on refuse de crier avant d'avoir mal. Et donc, on met en place notre avant-saison comme d'habitude. On a prévu d'ouvrir nos remontées. Il n'y aura pas chez nous de limitation de débit, etc. Parce qu'on estime que limiter le débit sur un télésiège alors que les gens vont se retrouver en venant en train, en TGV les uns à côté des autres, ça ne nous semble pas tout à fait logique ni cohérent. Voilà. Par contre, pour donner des chiffres, c'est très difficile parce qu'il va se passer cet hiver ce qui s'est passé l'été dernier. C'est-à-dire que les gens vont attendre le dernier moment pour réserver. Vous avez fait quand même pas mal de travaux, de chantiers. Vous pouvez nous en dire plus sur Alors, bon, la société Trois-Vallées, elle opère sur Courchevel, mais aussi sur la partie de Méribel. Cette année, on termine les travaux de la piste des championnats du monde, qui va être une des 2 ou 3 plus belles pistes de piste de l'Éclipse, puisqu'on a le nom a été dévoilé, vient d'être dévoilé, à la piste de l'Éclipse. À 24 heures près, vous auriez eu un scoop. Donc effectivement, elle s'appelle l'Éclipse. L'Éclipse parce que c'est une piste qui passe très rapidement du soleil du haut à l'ombre de la pente très raide. Qui a trouvé le nom? Il y a eu une petite consultation en interne. Il y a eu une dizaine de noms et on s'est exprimé. On s'est exprimé, voilà. C'est très joli. Mais c'est un joli nom. Bah oui. C'est un joli nom et qui. Ça marche en anglais aussi, non? Yes, Eclipse is the same in English. Et en catalan, pardon. Pardon? Dans le micro, vous n'avez pas. Voilà. En russe, c'est plus compliqué. Mais... On n'a pas cherché. Attention, il y a beaucoup de mots français en Russie. On va se renseigner. Alors, l'éclipse, ça va aussi vouloir dire quelque chose pour les skieurs, pour les coureurs. Parce qu'ils vont passer très rapidement d'endroits ensoleillés à l'ombre. Et on a discuté avec les coachs, etc. Et il va y avoir dans cette piste au moins 2 endroits où pendant peut-être 1 seconde, 1 seconde et demie, avec l'acclimatation à l'ombre, les skieurs vont être dans le noir. Voilà. Un peu comme à Kitzbühel quand ils passent la souricière d'entrée. C'est ça. Il n'y a pas des systèmes de lunettes en fait qui passent du... Ils ont jusqu'à 2023 pour régler le problème. Voilà.
Donc c'est une très belle piste, hein, une très belle piste, 3300 mètres pour 950 mètres de dénivelé, donc très raide, pas de partie plate. Donc ça, c'est à peu près 20 millions de travaux avec la retenue collinaire qui va avec. Et puis, malgré la situation économique, on a tenu à préserver nos investissements. Donc, on a travaillé notamment sur Motaret avec une nouvelle remontée qui est en train d'être montée, qui sera en temps et en heure comme d'habitude. Et du côté de vos réservations, est-ce que certains clients auraient été un petit peu frileux? On sait que l'Espagne a été durement touchée, que vous n'êtes pas loin. La France aussi, mais tout de même, est-ce que dans les esprits, il y a parfois des réflexions qui s'arrêtent là? Pour l'instant, si on juge par rapport à la saison d'été, on a bien vu que les gens réservaient à la dernière limite. Hein. C'est du jour au lendemain pratiquement. Par contre, bon, en tout cas pour ce qui est de l'été, la clientèle espagnole, qui est une clientèle qui dépense facilement sans compter, à partir du moment où elle a pris la décision, on s'est retrouvé avec un ticket moyen quand même très intéressant. Et ça, bon, ça reste encourageant. Après, pour l'hiver, comme disait Pascal, c'est quand même un peu l'inconnu par rapport à ces clientèles alors, qui doivent venir chez nous par avion ou qui se déplacent dans le milieu de la tour opération. Ça, c'est un peu plus inquiétant parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. Est-ce que ça va réagir comme pour cet été, un peu à la dernière limite? On ne sait pas. Donc, on est parti sur des prévisions peut-être un peu plus pessimistes pour essayer de s'adapter, parce qu'on sait que dans les entreprises, et plus les entreprises sont grandes, plus c'est vrai, il est plus facile d'accélérer que de freiner à la dernière minute. On se dit peut-être qu'il faudra peut-être tenir une saison comme ça, et puis en espérant que ce soit derrière nous dans quelques temps. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, votre optimisme fait bien plaisir. Merci. Ici. Belle Merci à vous. Merci. Bernard Hugon, comment on se retrouve? Bonjour, comme l'an dernier, toujours un plaisir. Et oui, puisque Bernard Hugon est un ami d'Esprit Montagne. Vous êtes le directeur général du domaine skiable de Châtel, donc. Également président des Portes du Soleil. Oui, tout à fait, du GIE, des exploitants de remontée mécanique. À vos côtés, Christelle Combépine. Alors vous, c'est Léger qui vous amène ici. Bienvenue. Oui, merci, bonjour. Donc vous êtes exploitante de ce téléski, donc du domaine skiable, en tout cas de la remontée mécanique des G, également hôtelière. Merci d'être avec nous. Oui, le téléski de la Turche. Voilà, j'allais le préciser parce que Léger, c'est téléski de la Turche aussi. C'est un peu particulier. Vous vous connaissez d'ailleurs? Oui, heureusement, bien sûr. On travaille souvent ensemble. Et c'est une belle chose. C'est un téléski familial? C'est une exploitation familiale? Oui, tout à fait. En fait, c'est mes grands-parents qui l'ont créé en 1946. Ça a été des pionniers à l'époque pour la station des Jets. Ça a été le deuxième plus grand téléski après-guerre. Parce que c'était à l'époque un téléski Constam, c'est-à-dire des archets, on montait à deux. Et ensuite, c'est devenu un téléski Poma T130. D'accord. Et ce téléski, il est adossé à un hôtel que vous exploitez aussi depuis quelques années. Oui, en fait, on est un mini domaine skiable dans le domaine skiable. Parce qu'on a ce téléski et j'ai l'hôtel qui est juste à côté. Et en fait, on n'est pas qu'un téléski, c'est un peu un concept. On a une aire de pique-nique, on passe de la musique toute la journée. C'est complètement suranné. Hein, mais on sort de l'hôtel avec les skis? Oui, tout à fait. Comment ça se passe? On peut y aller avec un forfait DG des Portes du Soleil ou on peut acheter un forfait juste pour votre téléski? Alors on a le forfait qu'on partage avec Bernard des Portes du Soleil. Mais également on a gardé, alors nous on joue beaucoup sur l'authenticité, on a gardé les forfaits de mon grand-père. Donc on a des cartes qu'on pointe ou des forfaits journée, demi-journée, montée, tout ce que vous voulez. On poinçonne? Exactement. Ah, c'est bien ça. Comme dans les années 70 déjà. Et c'est vous qui donnez les perches? Comment ça se passe? Ça peut m'arriver, oui. Vous êtes, je suis très frileuse, donc je suis plutôt à l'intérieur parce qu'il faut savoir qu'on a un petit bureau où on accueille c'est réputé dans toutes les Portes du Soleil. Tous les moniteurs s'arrêtent, prendre un petit verre de vin blanc ou de café. Ok. Bernard, ça vous fait rêver ce type d'exploitation? Vous qui avez la tête de télésiège 6 places, débrayable. Oui, mais c'est justement c'est ça l'intérêt des Portes du Soleil, c'est qu'on trouve tout. On trouve des téléphériques, des télésièges 6 places, des télécabines, des petits téléskis, et c'est pas péjoratif petit, des téléskis à pioche. En Suisse, on en a beaucoup. Donc les Portes du Soleil, c'est ça, c'est-à-dire on passe de l'extrême nouveauté à l'ancien et aux choses qui sont traditionnelles et qui rappellent beaucoup de souvenirs à tout le monde. Quel regard vous portez sur la saison, notamment en matière d'événementiel? On sait que Châtel est assez généreuse en matière d'organisation. Comment vous faites actuellement?
Ben, ce qui se passe depuis le 15 mars, il n'y a plus d'événements importants, tout au moins. On a d'habitude un grand rendez-vous qui s'appelle la Belle Dimanche, où on fait à peu près 12 à 13 000 personnes qui prennent tous le télésiège. C'est vraiment très sympa. Donc on a dû annuler. On a dû annuler la Passeporte des Portes du Soleil. On a dû annuler Rock the Piste pendant l'hiver. On a annulé beaucoup de choses. Et, Comme tout le monde. voilà. Par contre, on a réussi à faire la cyclo Châtel-Léman-Rice, donc avec 800 participants Pour l'été. qui sont partis faire une cyclo. Ça a très bien marché. C'était le week-end dernier. C'était assez sympathique. Et du coup, voilà, on a pu passer ça. C'est passé et on ne sait pas l'année prochaine. On compte bien refaire des choses. Hein, on a plein d'idées. Le téléski de la Turche doit ouvrir à quelle date officiellement s'il y a de la neige? Normalement, c'est quoi la Vacances scolaires. vacances Premier scolaires? jour des vacances scolaires. En même temps que l'hôtel ou l'hôtel l'ouvre un petit peu avant? En général, on les ouvre tous les deux en même temps, simultanément. On en parlait avant l'émission, vous avez dit que votre grand-père mettait de la musique et qu'il choisissait les personnes qui à l'époque pouvaient rentrer ensemble sur les archers en formant des couples. Et il paraît qu'il y a des gens qui se sont mariés, c'est Oui, vrai? c'était assez mythique parce qu'à l'époque, vu que c'était le plus grand téléski du département, il y avait des queues immenses qui allaient jusqu'à la forêt. Et donc mon grand-père avait eu l'idée de faire une ligne pour personnes seules, présentant bien. Donc il choisissait les personnes, il vérifiait que les hommes donc, présentent bien, il les mettait avec des femmes qu'il avait sélectionnées. Et au milieu de la ligne, parce que toute la ligne de son téléski était équipée avec des haut-parleurs, et il arrêtait son téléski et disait « Cavaliers, embrassez vos cavalières ». Donc il y a beaucoup de couples qui se sont formés, d'autres qui se sont séparés pour se marier, mais il y a eu beaucoup et on voit même maintenant des personnes, des petits-enfants, enfin on a des clients sur plusieurs générations qui disent « Ah, nos grands-parents se sont connus ici, ils se sont mariés ». C'est assez marrant, c'était le tour des manèges de l'époque. Mais ça n'existe plus. Non, mais nous, on continue de passer de la musique. Alors malheureusement, on ne peut plus le faire en ligne pour des normes de sécurité et on préfère éviter parce que sinon on a du slalom tout le long. Mais les personnes continuent de poser leur ski, dansent devant le téléski, ça reste comme c'est resté la musique. Hein. Je trouve que c'était une chouette idée, Bah ça. oui, C'est ouais, une ouais. hôtellerie, téléski et agence matrimoniale, ça va bien ensemble. Finalement, c'était sympa. On pourrait lancer du speed dating, c'est une idée. Ouais. Bah, bien Bon, sûr, on au va- moins on se voit, on va- c'est pas tout fait On va lancer ce de concept manière pour cet virtuelle. hiver et on ira au téléski de la Turche. Voilà, on Exactement, pourrait faire, c'est des hein. vraies rencontres. Voilà. C'est bien ça. Bon. On pourrait peut-être le faire au niveau des Portes du Soleil, finalement. Oui, c'est une Il vraie faudrait idée. tenter. Faut pas nous Ça, prendre c'est notre concept, attention. Non, on t'enverra les Je ferai des copyrights. royalties. Voilà, Pas de problème, attention, hein. oui, oui. On vous sent très serein en tout cas. Pardon? Je vous sens très serein. Oh ben, on est plutôt bien, oui. Est-ce On qu'il a, y a un peu de résilience finalement dans tout ce qu'on On a eu là traverse le- ou un vrai optimisme? oui, toujours. On voit toujours le verre à moitié plein, c'est mieux déjà. Et puis on se dit qu'on a déjà fait tellement de choses cet été pour le Covid et toutes ces opérations. Les clients étaient là, ils étaient contents, ils sont venus nombreux. Des gens qui n'étaient jamais montés à la montagne alors qu'ils habitaient la plaine. Donc c'est bien. Et finalement, je suis sûr que ça ira très bien cet hiver. Les réservations commencent déjà à très bien marcher. Donc beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. Et on vous attend, c'est ça, quoi. Faut être bien clair. Attends, il y a encore un événement culinaire dans votre station, mais c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc, Les neiges étoilées. ouais, c'est ça, Oui. les neiges étoilées. C'est prévu. Vous savez si c'est maintenu si... Pour le moment, c'est maintenu. Le thème n'est pas encore dévoilable parce qu'on est en train de le peaufiner avec le maire de Châtel. Mais toujours, ça serait des meilleurs ouvriers de France qui jugeraient des écoles hôtelières pour pouvoir les promouvoir et faire des choses sympathiques. Avec des grands chefs. Avec aussi, qui voilà, sont des chefs invités. qui viennent. C'est assez génial. Voilà. Ça met l'eau à la bouche. Oui, absolument. Christelle, vous aussi, vous avez un beau sourire. Il va rester, vous pensez Écoutez, moi aussi, je reste toujours optimiste. Hein, ça permet de mieux appréhender les choses. Donc, de toute façon, on ne peut pas maîtriser. Donc, autant prendre bien les choses. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Exactement. Belle saison à vous. Merci beaucoup. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Et puis je te laisse, Laurent, accueillir nos prochains invités, car on a un autre invité de marque aussi, le président de Poma, Jean Souchal, qui va nous en dire plus sur son état d'esprit et les petits changements qui ont été opérés au sein du groupe. Jean Souchal, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes le président du groupe Poma, leader mondial du transport par câble. Comment va votre société ? Ben, la société va bien et comme beaucoup de sociétés, effectivement, on est quand même un peu malmené à la suite du Covid et surtout de la crise qui est en train d'arriver. Mais je crois qu'on a beaucoup d'atouts, on a beaucoup de chances aussi de voir le futur avec intérêt dans tous les changements qui sont en train de s'opérer. Donc à nous d'être bons et de trouver les bonnes solutions. Et on s'y attelle.
comme vos concurrents, comme le monde entier. Votre activité a été suspendue, sans mauvais jeu de mots, évidemment, avec votre activité. Comment est-ce que vous avez vécu cet épisode auquel on peut se préparer à beaucoup de choses, mais peut-être pas à ce que vous avez vécu? Alors, j'allais dire, on a peut-être un peu de chance parce que comme on travaille dans le monde entier, en fait, on a vu en Chine déjà les effets dès le mois de janvier-février, ce qui fait que au mois de mars, ce fameux lundi soir ou mardi matin, on était prêts et dans la journée, tous les gens pouvaient télétravailler. On a fait ce qu'il fallait pour que les ateliers continuent à travailler. Vous aviez senti venir justement ce qui allait se produire avec quelques semaines d'avance? Voilà, et ça, pour nous, ça a été vraiment une chance parce que la logistique a permis, au niveau des systèmes informatiques, au niveau, y compris avec des gens comme Orange qui nous ont aidés pour mettre des tas de connexions dans tous les coins, etc. Enfin bon, on a vraiment préparé cette chose, ça c'était bien. Et puis l'autre chose, on a pris le parti, bien sûr, en tenant compte de toutes les conditions sanitaires et qui étaient ô combien fondamentales, de continuer à travailler et de pouvoir répondre à tous les besoins et les attentes. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé dans la première partie de la chose. Et puis ensuite, il a fallu qu'on commence à affronter évidemment la réalité, la dure réalité de ce qu'allait devenir l'année 2020 et puis plus loin 2021-2022, puisque c'est quand même un élément qui va durer longtemps. La réalité sur ce printemps 2020, c'est quoi? Des chantiers qui ont été suspendus? Est-ce que certaines commandes ont même été annulées? Nos clients en station de sport d'hiver en particulier ont dû vivre aussi une semaine terrible. Donc il y a eu quelques semaines de flottement, bien entendu. Il y a des appels d'offres qui ont été suspendus. Donc évidemment, ça, c'est pas bon pour les affaires de l'année d'après. Des affaires qui ont été reportées après quelques semaines, mois de réflexion. Et à la limite, c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus, puisque ça nous permet de voir un peu plus clair sur 2021. Et puis, on a eu la chance d'avoir vraiment des clients fidèles qui ont poursuivi leur projet et qu'on doit remercier. Donc, quelle que soit finalement la typologie de nos clients, on a eu des gens qui étaient concernés dans le développement, l'image, l'attraction, parce qu'on est quand même dans le domaine du tourisme. Et voilà, je crois que c'était important de répondre présent malgré les difficultés. Donc ce secteur d'activité très fortement impacté. Est-ce qu'on peut dire que ça redémarre? C'est compliqué. Est-ce qu'on sait ce qui va arriver? Personne ne sait. C'est très flou cette saison. Alors sur le monde de la montagne, c'est un petit peu difficile. Je crois que tout le monde se pose les mêmes questions. On a vu l'engouement de cet été qui était quand même très significatif. Ça, je pense que c'est une très très bonne chose. Voilà. Et pour Poma, qui fait 80% de son chiffre d'affaires à l'export, c'est vrai que les choses ne sont pas égales selon les continents. L'Asie est vraiment repartie dans une vie d'investissement peut-être un peu différent, mais clairement, je pense à la Corée du Sud, je pense à la Chine, je pense au Japon. Voilà, c'est plus difficile dans des continents comme l'Amérique du Sud aujourd'hui, qui sont pour nous plutôt sur des activités urbaines, on va dire, où les projets sont plus longs et où la mobilité est compliquée due au Covid, ou des continents comme l'Amérique du Nord, l'Afrique aujourd'hui, qui sont encore en train de se chercher. On rappelle que justement vous opérez à la fois dans le transport par câble en montagne ainsi qu'en territoire urbain, mais également, alors vous avez un gros chantier sur Dubaï, je ne sais pas si on peut en parler, cette espèce de London Eye comme vous pouvez le voir à Londres, mais à Dubaï, 20 ans après. Voilà, alors à Dubaï, c'est une commande qui date il y a déjà l'année dernière, et effectivement on va faire une roue qui fait 220 mètres de diamètre, dont la cabine va être à 250 mètres du sol. C'est la plus haute du monde. C'est la plus haute du monde, la plus grosse du monde. Et voilà, donc on a aussi des beaux chantiers en cours qui nous permettent effectivement de gérer, d'amortir un peu ces effets de la crise. Voilà, donc d'où l'intérêt depuis 10 ans de ce que Poma a vraiment essayé d'être à la fois sur la montagne, à la fois sur le tourisme, à la fois sur l'urbain et sur ces installations iconiques quelque part qui nous permettent aujourd'hui d'être un peu plus sereins. Mais est-ce que cette crise et cet épisode du printemps vous a transformé? Est-ce que vous avez dû revoir certaines choses, repenser certains modes de fonctionnement, voir certaines perspectives aussi, complètement vous repositionner? Moi, je pense que c'était une chance. Comme je l'ai dit, on va sortir grandi de cette affaire-là. D'abord, il faut souligner, là, c'est pas de la chance, c'est aussi tout ce travail qui avait été fait avec tous les gens de Poma et nos partenaires
puisqu'on a toujours trouvé les meilleurs chemins ensemble. On a trouvé des tas d'accords pendant cette période de confinement et post-confinement pour trouver les modes de fonctionnement. Donc ce côté social, au sens avec un grand S, hein, en tout cas, est remarquable. Donc là, c'est un investissement sur le capital humain qui est quand même fondamental. Bon, le télétravail ne va pas laisser les gens indifférents, c'est clair. Comme je disais, moi, ça fait 7 mois que je n'ai pas pris l'avion. D'habitude, c'était 1 ou 2 fois par mois, ou par semaine, pardon. Voilà, donc il y a forcément des modes qui vont changer. Et Poma doit s'adapter, mais a vraiment des vraies pistes, en tout cas, pour pouvoir faire face à cette diminution du chiffre d'affaires qui, elle, est conséquente, puisqu'on parle pratiquement d'un tiers de chiffre d'affaires en moins. Et ça va durer. 30%. On sait que vous n'êtes pas seul. Également, c'est le cas d'une planète. Voilà, et donc la chance qu'on a peut-être, c'est d'être tout autour de la planète et du coup, effectivement, de le vivre de manière équilibrée partout et d'avoir cette vision qui va nous permettre de réagir et de ne pas surréagir, mais de vraiment équilibrer et adapter. Vous avez l'expérience avec vous, de toute façon, dans ce domaine-là. Ce qui est sûr, c'est que Poma a changé d'ores et déjà, et pas seulement de mode de réflexion, de fonctionnement. Vous avez opéré quelques changements au niveau de votre gouvernance. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau visage de Poma? Alors effectivement, dès le mois de juin, en directoire, on a vraiment réfléchi à ce qui était primordial et ça nous a permis de nous recentrer sur les priorités. Puisque aujourd'hui, effectivement, on est pas dans une gestion de crise quelque part, mais dans toute gestion de crise, effectivement, on doit être acteur. Et on a recentré autour de 4 axes stratégiques vraiment les 2 années qui viennent, autour d'une performance financière, puisque tout le monde sait que c'est à cause de l'argent finalement qu'on dépose des bilans. Donc ça, c'était un point fondamental et merci à des tas de choses. Je pense au PGE en particulier, qui est un vrai travail qui a été fait pour aider les entreprises. Et puis, sur la notion de l'industrialisation, comme vous le savez, nous, on fabrique énormément en Rhône-Alpes. Donc, on a vraiment encore retravaillé ces choses-là de manière à ce qu'on puisse être beaucoup plus local encore avec nos équipes. Déjà de relocalisation ou pas encore? C'est pas de la relocalisation parce qu'on n'était pas parti ailleurs, mais par contre, on a fait des investissements pour éviter, par exemple, on fait une cabine de peinture à Albertville, de manière encore à éviter des camions qui circulent, etc. Enfin, retrouver dans le mode même de l'organisation de l'industrialisation des effets qui soient des effets bénéfiques. Et puis, sur la simplification, alors les chocs de simplification, certains en ont déjà parlé, d'autres parlent de Lean. Enfin, donc, il faut vraiment qu'on arrive. Donc là, on va retravailler avec tous les collaborateurs qui eux-mêmes savent encore mieux que souvent le management comment il faut simplifier les choses. Et puis un 4e axe qui est celui de l'excellence. Alors l'excellence, ça veut dire beaucoup de choses, mais dans notre jargon, c'est vraiment comment on met le capital humain au centre de la chose. Comment est-ce que finalement on arrive à donner de la fierté, de la visibilité et de la lisibilité à l'extérieur. Parce que voilà, on a besoin de moteurs et d'oxygène et d'énergie pour trouver dans chacun de nous la force qui va nous faire nous transcender. Voilà, c'est ça le programme. Du coup, Philippe Clément prend le poste de vice-président exécutif de manière à vraiment s'occuper de tout ce qui est l'équilibre de Poma. Et moi, je vais être beaucoup plus sur la notion de l'accompagnement du capital humain, du rayonnement, de tout ce qui permet autour du monde aussi de montrer l'intérêt du transport à câble. Voilà comment on s'est réorganisé. Voilà, comment bien rebondir, c'est en repensant, en retravaillant l'intelligence finalement de cette gouvernance alors. L'intelligence de la gouvernance, mais la gouvernance, ce n'est qu'une chose. C'est surtout elle qui entraîne finalement tout le monde et c'est sur l'intelligence du collectif, l'intelligence de la fierté collective. Et voilà, c'est bien parti. Donc moi, je suis confiant en tout cas. Et puis, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'on reste heureux et fier de tout ce qu'on fait, malgré les difficultés. Merci beaucoup, Jean Souchal. Je vous en prie. Je vois qu'on a récupéré du matériel. On va être habillé pour l'hiver, c'est un tour de cou. Qu'est-ce que c'est? Un bon bol d'air? Voilà. Alors, C'est un accessoire qui va devenir essentiel cet hiver. absolument. Alors, c'est pas un masque, Grégory Poisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, c'est un tour de cou, mais donc un tour de cou qui protège à la fois du froid, mais aussi du virus, puisque effectivement, c'est une vraie problématique. On se dit que pour monter dans une télécabine, il va quand même falloir protéger les autres qui sont autour de nous. On imagine mal les skieurs porter des masques lors de la pratique du ski. C'est pourquoi on a développé nous-mêmes ces tours de cou
qui Qui sont homologués DGA. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors, homologués, c'est pas le bon terme, mais en fin de compte, qui ont été testés à la DGA D'accord. et qui. C'est marqué dessus. Oui, exactement. Il y a le numéro du rapport de test et qui répondent aux 2 critères importants qui sont la respirabilité et la filtration, et donc qui effectivement protègent du virus. C'était votre activité principale, le tour de cou Alors pas du tout. Donc des tours de cou, on en fabriquait jusqu'à maintenant, mais en tout cas le masque, c'était pas du tout notre activité principale. On rappelle que votre société, c'est Boldoduc, c'est ça? Exactement, Boldoduc, implanté à Dardilly, dans la banlieue lyonnaise. Et donc nous, notre activité principale, c'est de faire des solutions d'emballage et de protection à base de textiles à usage technique, et également des vêtements fonctionnels. Donc on était un petit peu dans le domaine du ski, et donc on a rapidement été sollicité pour faire des masques et répondre à la problématique de protection contre le virus. C'est comme ça qu'on fait? C'est exactement comme ça qu'on fait. Bon, ça pince pas le nez, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Hein. Ça vous fait rigoler, ça me va pas? Si, non, ça me fait sourire, parce que je souris tout le temps. Ah bah oui, je vois ça, oui. Mais ok, bah, fait chaud quand même. Hein. Enfin, en même temps, on s'est habitué avec les masques désormais. Et c'est fait pour le ski. Et des masques aussi, vous en avez fait aussi alors? Oui, c'est ça. On a fait des masques aussi, donc comme celui-ci. En l'occurrence, on a développé beaucoup de masques. On en a produit jusqu'à 12 millions. On en a vendu 10 millions. On en a encore un petit peu en stock. Et ça, c'était une demande? Ouais, vous avez eu le réflexe de vous orienter là-dessus? Pour être exact, c'est la DGE, la Direction Générale des Entreprises, qui nous a sollicité, qui a sollicité beaucoup d'industriels textiles pour faire face à l'urgence. Exactement, faire face à l'urgence, et c'est ce qu'on a fait. Et donc nous, on a fait travailler des confectionneurs solidaires, 500 personnes qui étaient confinées à domicile pour confectionner des masques. Avec vos matières? Avec nos matières, exactement. C'était des kits prêts à être confectionnés. On a également fait travailler 45 ateliers français. Et puis, on a embauché 150 personnes en France en l'espace de 3 semaines pour créer 2 ateliers éphémères et confectionner des masques. Et les premières actions que vous avez faites ici à Interstation, visiblement, ça a du succès. Vous avez des demandes? Visiblement, effectivement, ça a du succès puisque il n'y a pas encore de bœuf ou de tour de cou qui soient homologués ou en tout cas qui ont été testés pour répondre aux 2 critères de respirabilité et de filtration. Donc, a priori, il y a pas mal de demandes. Donc, on espère pouvoir y répondre du mieux que possible. Bon, en tout cas, vous avez prouvé ici votre capacité d'adaptation qui a été relativement rapide quand même. Hein. Oui, c'est ça, puisque nous, on a été informés de cet événement il y a moins d'une semaine et on a été capable de créer ce produit qu'on avait déjà fait tester au niveau de la matière auprès de la DGA et donc de pouvoir les distribuer aujourd'hui pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Eh bien, merci de votre visite. On va terminer avec le bouquet final. Bah oui, on arrive à la fin de cette Interstation numéro 2, émission Esprit Montagne. Et un Interstation sans le feu d'artifice ne serait pas un Interstation. Absolument, c'est pas Interstation. Et puis, il n'y a pas de station sans feu d'artifice et d'événements sans feu d'artifice. D'où le bouquet final. D'ailleurs, Patrice Maniglier, vous représentez l'entreprise du feu d'artifice Art Éphémère. Je vois que ça s'est préparé un petit peu derrière nous. Là-bas, on a vu des explosifs. Vous êtes spécialisé, alors non pas forcément dans le feu d'artifice en montagne, mais quand même, c'est une activité que vous pouvez développer régulièrement? Oui, je suis spécialisé dans le feu d'artifice en général, en montagne beaucoup parce que j'habite la Haute-Savoie, donc force est de... Et puis je suis moniteur de ski, donc je connais très bien les stations, je connais très bien la montagne. Donc c'est vrai qu'on fait énormément de feux d'artifice l'hiver dans toutes les stations, mais pas que, puisqu'on se déplace n'importe où, France, étranger, pour faire des prestations. Est-ce qu'il y a une spécificité à organiser un feu d'artifice en montagne par rapport au bord de la mer ou au niveau de la qualité de l'air ou... Non, l'air ne rentre pas en ligne de compte. La spécificité, c'est le site en fait, qui est quelquefois plus difficile en montagne par l'accès, par la configuration. Mais on a tiré à Aix-en-Provence pour l'Interstation, il y avait un plan d'eau. Là, on tire ici, le site est différent, il y a plus de place, donc on s'étale un petit peu plus. Donc ça va changer un petit peu par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Ouais, mais avec la montagne, vous avez aussi pas mal d'imagination, j'imagine, à jouer avec les reliefs qui sont présent derrière peut-être? Oui, on a un bon support. L'hiver, c'est très joli parce qu'avec la neige qui est en fond, il y a le reflet de la neige sur la neige et tout. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis l'été, pareil, on a un décor qui est naturel. Donc c'est plus intéressant qu'un stade de foot ou qu'un terrain plat ou même que la mer derrière qui n'apporte pas grand-chose, quoi. La fête du lac à Annecy, vous y participez?
Alors, j'y participais cette année, puisque moi, je travaille avec la société Brésac Artifice, qui est sur Bordeaux, à Le Flex exactement. Et ils avaient décroché la fête du lac cette année à Annecy, le 14 juillet et le 1er août. Dommage, c'est annulé, mais c'est reporté l'année prochaine. Donc, on sera là l'année prochaine. Peut-être. On espère. Ah ouais, Voilà. Il faut De toute partir façon, gagnant. Chaque phrase doit être ponctuée attendant- d'un peut-être. Et c'est comme ça. Merci en tout cas et bonne chance à Merci vous. à vous. Voilà. Merci. Et on se quitte justement sur ce feu d'artifice. Sur ce D'ailleurs, bouquet final. Laurent, oui, merci Voilà. beaucoup d'avoir participé à cette Merci à émission toi. d'Esprit Montagne. On se retrouve bien sûr régulièrement ici sur Télé Grenoble. Pour parler de Pour montagne. parler de montagne, du cirque ski. blanc, autant que Voilà. possible. Ça va très bien se passer avec vous, bien sûr. Merci à vous et à très Merci. vite. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.